Donc, bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire sur le sujet des matériaux et produits à faible impact sanitaire et environnemental au travers de la présentation du label DICLAIR porté par l'International Living Future Institute. Nous avons la chance d'organiser ce webinaire en partenariat avec Living Future Europe et Knauf Insulation, que nous remercions vivement pour cette initiative dans le cadre du Roadshow qui est organisé à travers l'Europe pour la présentation de ce label. Donc, vous voyez ici les trois personnes qui vont prendre la parole ce matin. Donc, moi-même, je suis directrice générale adjointe d'Arpas Trans, Léna Lockwood, qui est responsable confort, santé, bien-être au sein de l'agence, et Delphine Girard, je vous remercie encore, responsable développement durable chez Knauf Insulation. Donc, nous sommes très heureux de la confiance que le Living Future Europe nous accorde à introduire et à présenter dans le cadre de ce roadshow le label DICLAIR. Et je remercie aussi chaleureusement donc Carlo Battisti qui se cache derrière la petite vignette orange Living Future Europe pour cette confiance et les échanges fructueux que nous avons au sujet de l'avenir de l'immobilier durable. Je vais présenter en quelques slides Arpas Trans. Donc, Arpas Trans, c'est une société de conseil spécialisée en immobilier avec une mission qui est d'accompagner ces transformations de l'immobilier qui sont nombreuses face aux défis environnementaux, aux défis sociétaux et l'ensemble des démarches que nous devons mener aujourd'hui de manière à prendre soin de la planète et prendre soin de nous. Et ça va être l'un des sujets de cette conférence, bien entendu. Donc, vous voyez à droite de cette slide le logo Bicorp. Donc, Arpas Trans est certifié Bicorp, a été un pionnier sur ce label en France, puisque nous étions la première entreprise spécialisée dans l'immobilier à être certifiée avec certification qui porte les enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux au-delà de notre mission en tant qu'entreprise sur le marché de l'immobilier. Et nous sommes aujourd'hui très contents d'avoir été rejoints dans cette communauté Bicorp par d'autres sociétés de l'immobilier. Nous avons 4 pôles d'activité au sein d'Arpas Trans. Un qui travaille sur le conseil et l'innovation, en particulier l'innovation par les usages, où nous avons une équipe de personnes qui réalisent des programmes techniques, fonctionnels, environnementaux, architecturaux, qui travaillent aussi sur la conduite de projets et sur les nouveaux usages, en particulier conduits par les nouveaux modes de vie et par l'avènement de l'activité digitale dans nos vies. Une deuxième activité qui est le design et l'aménagement intérieur des espaces, où nous développons beaucoup les aspects de durabilité dans l'aménagement intérieur, en particulier au travers de l'aménagement circulaire, de l'aménagement biophilique, de l'aménagement qui concourt réellement à la performance des organisations, mais également à la qualité de vie au travail des collaborateurs. La troisième activité, c'est l'immobilier responsable. Donc, nous avons là une équipe d'ingénieurs qui travaillent sur les sujets de trajectoire bas carbone, les trajectoires circulaires, les trajectoires de confort, santé, bien-être, d'efficacité énergétique, voilà, pour des projets qui soient sobres sur tous ces aspects et qui permettent de produire à la fois des impacts positifs en même temps qu'on réduit les impacts négatifs de nos activités. Et enfin, la biodiversité et la biophilie, qui est une activité très importante également pour nous, puisque l'implication de nos activités et les impacts sur la biodiversité et le vivant est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qui nous semble fondateur par rapport à toutes les démarches que nous avons à entreprendre. Donc, nous sommes aujourd'hui un collectif de 100 collaborateurs qui travaillons en particulier sur la transition environnementale et l'adaptation au changement climatique, la santé et le bien-être, la transformation digitale et les nouveaux usages, et donc cet aspect de biodiversité. Nos périmètres d'intervention sont assez larges puisque nous travaillons de l'échelle du quartier jusqu'à l'échelle de l'aménagement intérieur et de l'éco-paysage, ceci sur tout type d'activité et de marché, à savoir le tertiaire évidemment, également l'enseignement et le culturel, la logistique, l'urbanisme, voilà, au travers de missions que nous allons faire auprès de promoteurs, de foncières, d'exploitants, d'utilisateurs, de collectivités qui sont nos clients depuis de longues dates puisque la société a été créée il y a 30 ans. Nous avons eu la chance de fêter nos 30 ans il y a quelques semaines.
Un dernier point, et après, je céderai assez vite la parole à nos deux intervenantes. Donc, la santé et le bien-être pour Harpastrans, c'est un élément vraiment fondateur. Nous pensons vraiment que l'immobilier a un rôle clé à jouer dans cet aspect de nos vies qui est évidemment fondamental. Donc, nous avons non seulement l'ensemble des accréditations qui nous permet de développer auprès de nos clients des projets qui puissent valoriser les démarches sur ce sujet, donc c'est-à-dire les accréditations WELL, les accréditations Osmose, la connaissance approfondie des labels comme celui qu'on va évoquer aujourd'hui. Nous allons travailler sur ces aspects-là, à la fois sur les aspects de programmation jusqu'aux aspects d'exploitation. Et nous avons créé, il y a déjà maintenant 7 ans, puisque c'était en 2015, un accélérateur de start-up qui est dédié à ce sujet-là et qui aujourd'hui accélère 200 start-up qui se dédient au sujet de la santé et du bien-être et qui couvre un spectre très large que vous voyez dans cette cible, qui va des aspects de qualité d'air évidemment, mais également de lien social, de mobilité active, de biophilie, de signalétique, de confort acoustique, etc. Donc voilà, donc c'est pour nous un véhicule qui est important puisqu'il permet de mettre en relation des solutions portées par des startups avec des donneurs d'ordre qui ont besoin de connaître cet écosystème qui est très varié et qui est très grand en matière de nombre et de taille d'entreprise. Donc, si j'atterris maintenant sur l'aspect matériaux, donc notre approche, elle est chez Harpastrans une approche qui est transverse et holistique, dans ce sens où on regarde l'aspect des matériaux non seulement sur leur impact sanitaire et sur les bénéfices qu'ils peuvent apporter et la limitation des impacts négatifs, également sur l'apport que peut avoir par le choix de prestataires, de fournisseurs, d'une prescription particulière sur toutes nos activités, en matière de choix d'entreprise qui peuvent être pour certaines de l'ordre de l'ESS. Et nous travaillons sur ce sujet, sur la partie programmation, aménagement des espaces, bien entendu, sur l'édiction de chartes, qui sont des chartes que nous avons pu faire où la partie matériaux était clé pour nos clients, sur l'aménagement des quartiers. Et également, nous allons jusqu'à introduire cet aspect de matériaux à faible impact sanitaire et environnemental dans les espaces extérieurs en travaillant sur notre offre éco-paysage. Je profite de prendre la parole pour vous dire que pour nous, tous ces sujets, ils s'intègrent dans une ambition très forte qui est celle de la sobriété. Et donc, nous allons organiser au CIMI, si ça intéresse certains, une conférence, une après-midi de conférence autour de ce sujet. Donc, nous aurons 3 rendez-vous à 14h, 15h30 et 17h le mercredi 7 décembre après-midi. Donc, nous nous retrouverons, si vous le souhaitez, dans une salle au 3e étage du CIMI où nous pourrons parler de ces éléments. Harpastrans, c'est le Living Future. Donc, voilà, j'évoquais tout à l'heure les remerciements auprès de Carlo Battisti. Donc, nous avons eu un soutien important au Living Future depuis de longues dates parce que le Living Future que vous présentera tout à l'heure Léna offre une approche qui est une approche ambitieuse, une approche régénérative et qu'elle nous semble importante d'avoir en ligne de mire pour le marché de l'immobilier. Nous avons déjà eu la chance de prendre la parole sur plusieurs programmes du Living, Declare, le Living Product, le Zéro Carbone Certification pour lequel nous avons quelques projets, et également le Living Building Challenge. Nous avons 2 collaborateurs qui participent dans la Living Future Europe Masterclass en tant que formateurs, dont Léna que vous allez entendre tout à l'heure. Nous avons un Living Future Hero et 2 Living Future Accredited, dont Léna également. Et donc là, nous accueillons, nous promouvons le roadshow de Declare, qui a déjà eu quelques dates en Europe, à Bolzano, à Bruxelles, à Barcelone, et qui se termine aujourd'hui avec le roadshow à Paris. Encore une fois, je remercie Knauf Insulation qui a une part particulière dans ce roadshow puisqu'il est partenaire Beacon, et je laisserai tout à l'heure le soin à Delphine Girard de présenter ce que ça veut dire d'être partenaire Beacon de ce roadshow et également leurs initiatives et leurs résultats sur ce sujet du label Declare. Je vais maintenant céder la parole à Léna Lockwood qui va vous parler de 2 points. Pourquoi demander la transparence? Pourquoi c'est important? Qui va introduire le living et qui va vous présenter le label Declare. Je vous remercie. Merci, bonjour à toutes et à tous. Mais ravie d'être en ligne avec vous ce matin. Donc, vous le saviez peut-être ou peut-être pas que 6 limites planétaires sur 9 ont maintenant été franchies
donc la pollution chimique, c'est-à-dire l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Juste quelques pas en arrière, au cas où ce soit des nouvelles idées. Donc, une limite planétaire, c'est un périmètre de développement sûr et pérenne pour l'humanité. C'est une notion qui décrit en fait un espace serein et dépasser ces limites est équivalent à une menace de notre survie et celle des autres espèces. Et qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle entité? C'est une façon de dire des polluants, en fait, des polluants chimiques qui ont été créés ou introduits par les humains dans la biosphère. Par exemple, on pense aux nanomatériaux, aux polymères plastiques, entre autres. Et pourquoi est-ce que l'introduction des nouvelles entités dans la biosphère serait une limite planétaire? En fait, ceci a un impact sur le développement physiologique de l'homme, le fonctionnement des écosystèmes et aussi impact d'autres limites planétaires. Et quel est le lien avec l'immobilier? Pourquoi aujourd'hui nous parlons de matériaux sains, de déclarer les ingrédients dans un matériau de construction? En fait, aujourd'hui, nos matériaux contiennent beaucoup de nouvelles entités. Aujourd'hui, il y a plus de 350 000 molécules synthétiques en existence et l'immobilier consomme par le biais des matériaux et des mobiliers qu'on met dans nos bâtiments ces nouvelles entités. Et la part de l'immobilier est aussi très importante. Donc, la production chimique mondiale, déjà, a augmenté de 50% depuis 1950 et devrait tripler encore d'ici 2050 comparé à 2010. Et notre secteur consomme 28% de la production chimique mondiale, selon l'ONU. Le bâtiment consomme presque 20% du plastique utilisé dans l'Union européenne et 58% des microplastiques découlés dans les océans proviennent de la peinture. Mais de quel volume parlons-nous? Ce schéma vous montre les tonnes annuelles d'usage de substances extrêmement préoccupantes par le secteur de la construction dans les pays nordiques. Donc, on est hors, par exemple, aménagement intérieur. Donc, une substance extrêmement préoccupante, autrement appelée SVHC, c'est des substances ou des groupes de substances chimiques pouvant causer des effets néfastes sur l'homme et ou l'environnement. C'est une désignation donnée par le CHEA, qui est l'organisme européen qui suit la mise en marché des produits chimiques dans l'Union européenne dans le cadre de la réglementation REACH. Donc, vous voyez ici qu'il y a des similarités entre pays, entre le Danemark, entre la Suède, entre la Finlande et le Norvège. Il y a aussi des différences. Par exemple, en Norvège, les SVHC sont beaucoup plus présentes dans les adhésifs. Et en Finlande, on le voit plutôt dans les solvants. Est-ce que c'est les pratiques de bâtiments? Est-ce que c'est les typologies de bâtiments? Malheureusement, nous n'avons pas ce genre de données pour la France et pour nos pays voisins. Mais c'est intéressant de regarder déjà et de voir où sont ces SVHC et de quel volume parle-t-on. Et si vous regardez autour de vous, vous trouverez aussi des SVHC. Par exemple, dans les traitements anti-taches, imperméables, dans les plastifiants pour les revêtements de sol, ou par exemple dans les mousses, les traitements ignifuges. Et quelques exemples de molécules, donc qu'on parle de quoi concrètement? Vous avez peut-être entendu parler des PFAS, donc des per- et polyfluoroalkylés. Des phtalates, par exemple, dont un nombre important est restreint par la réglementation REACH. Du BPA aussi, qui est par exemple maintenant interdit dans les biberons et dans les emballages alimentaires, mais qui reste présent dans d'autres produits dans notre environnement. Et le BPB et le BPS, aujourd'hui, ne sont pas interdits.
molécules structurellement très, très similaires. Et les retardateurs de flamme, on les trouve aussi, par exemple, dans nos électroniques aussi. Et ce sont des perturbateurs endocriniens reprotoxiques. Les PFAS sont très persistants, c'est aussi pour ça qu'on entend parler. Ce sont des molécules très stables qui sont très, très difficiles qui ne se biodégradent pas, en fait, qui persistent très longtemps et qui se bioaccumulent dans l'environnement. Mais comment sommes-nous exposés? Alors, il y a 3 voies d'exposition. L'inhalation, donc on inhale les particules volatiles, ce qu'on appelle par exemple des COV, ou des particules suspendues comme les PM2,5. Et on a une surface de 75 mètres carrés de nos poumons. Et nous inhalons environ 10 000 litres d'air par jour. Il y a aussi une absorption cutanée des composants organiques semi-volatiles et aussi de particules. On a une surface de peau d'à peu près 2 mètres carrés et un taux d'absorption de 14% environ. Donc, à peu près 14% de ce qu'on touche est absorbé. Et ensuite aussi par l'ingestion. Donc, par exemple, imaginons, on touche un canapé avec un revêtement traité avec un retardateur de flamme. Après, on va manger quelque chose et on ingère ces molécules qui ont été transmises sur notre main. Donc, le tube digestif, pour rappel, a une surface de 200 mètres carrés, qui est très, très surprenant comme chiffre, je trouve. Quels sont les risques sanitaires? Donc, à court terme, on peut connaître des maux de tête, des crises d'asthme, des irritations respiratoires, des irritations des yeux. À long terme, c'est-à-dire une exposition chronique, on peut avoir des irritations. C'est des irritants et des asphyxions. Ce sont des molécules cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques qui contribuent aux maladies chroniques évolutives. Donc en France, ça veut dire que c'est une maladie chronique qui s'empire dans le temps. Donc, statistique surprenant, enfin choquant, je trouve, c'est donc aujourd'hui, un peu plus de 15% de la population française souffre de maladies chroniques évolutives, ce qui représente une augmentation de 10% en 6 ans. Et les projections nous disent qu'en 2025, on pourrait avoir jusqu'à 25% de la population qui souffre de ces maladies. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise en compte publique très large, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est lente. Donc, il y a par exemple la réglementation REACH qui existe déjà depuis plus de 10 ans, qui restreint plus de 59 substances aujourd'hui sur les environ 1000 substances évaluées par l'Agence sur la recherche sur le cancer, qui est une agence de l'OMS. Pour rappel, il y a plus de 350 000 substances sur le marché. Donc, si je dis large, mais lente, c'est le temps d'évaluer les risques est très, très lent. L'ANSES fait beaucoup de travail de recherche aussi sur ces sujets. Nous avons aussi un plan national santé-environnement lancé en 2004. On en est aujourd'hui au 4e. Donc, le 4e plan national santé-environnement a pour objectif un environnement, une santé. Donc, ça, c'est le plan jusqu'en 2025. Nous avons aussi la stratégie nationale spécifiquement sur les perturbateurs endocriniens qui a été lancée en 2014. Et on en est à la 2e qui a été lancée en 2018, qui a pour objectif de former et informer, de protéger l'environnement et la population. Donc ça, c'est la partie réglementation. Et aussi d'améliorer la connaissance sur les perturbateurs endocriniens, de soutenir la recherche qui est nécessaire pour mieux connaître les sources, l'exposition et les risques. Il y a aussi la charte engagement ville et territoire sans perturbateurs endocriniens qui a aujourd'hui plus de 120 signataires, dont par exemple la région de l'Île-de-France, Grenoble, Marseille, Lyon, et aussi donc des grandes comme des petites communes.
Mais il y a aussi une prise en compte importante par les entreprises privées qui ont la possibilité de réagir plus rapidement. Donc, il y a des démarches bien développées dans les pays nordiques, par exemple, et aux États-Unis. Quelques acteurs qu'on peut citer que vous connaisseriez peut-être, comme Skanska, Durst Organization, qui est un développeur américain, Google, Etsy. Et depuis longtemps, on voit une prise en compte de la problématique dans les référentiels HQE, Osmose, BREEAM, WELL, LEED, le Living Building Challenge, entre autres. Et en vue de tout ça, que pouvons-nous, acteurs de l'immobilier, faire? La première chose, c'est de demander et de prescrire les matériaux sans composants préoccupants. Mais pour faire ça, il faut déjà savoir que vous voulez éviter. Et avec les 350 000 molécules sur le marché, c'est une tâche qui peut sembler insurmontable. Il faut aussi avoir une proposition adéquate du marché parce que c'est bien de dire je ne veux pas mettre ceci dans mon bâtiment, mais s'il n'y a pas d'offre sur le marché accessible et qui correspond aux besoins techniques, esthétiques, le choix est difficile à poursuivre. Et finalement, il faut aussi des outils pour trouver, comparer et sélectionner les meilleurs matériaux parce que regarder et comparer et chercher 350 000 molécules ajouterait beaucoup de temps, je vais le dire, à nos projets immobiliers. Alors malheureusement, le Yuka, pour ceux qui connaissent cet outil, n'existe pas encore pour l'immobilier. Peut-être que les labels, c'est peut-être la meilleure chose qu'on a qui est similaire, mais si vous n'utilisez pas Yuka, ce qui est excellent avec cet outil, c'est que vous prenez votre smartphone, vous scannez la code barre d'un produit et immédiatement vous avez les ingrédients et aussi une information sur le risque sanitaire de ces matériaux, de ces composants. Donc, par exemple, ici à droite, vous voyez qu'il y a des ingrédients qui sont sans risque avec une petite pastille verte. Il y a deux ingrédients qui ont un faible risque. Et ensuite, il y en a qui ont un risque modéré. Et cela laisse en fait le consommateur décider si oui ou non il veut prendre ce risque. Alors, même si le Yuka n'existe pas pour l'immobilier, nous avons des outils. Donc, il y a déjà des labels qui sont plus ou moins fiables, comme par exemple le label A+ réglementaire, un label écolabel européen, Cradle to Cradle, etc. Il y en a plus de 400, donc il y en a beaucoup. Il y a aussi des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui nous donnent des informations, notamment relatives aux émissions des COV des produits, mais ne nous donnent pas un inventaire détaillé des ingrédients. Et finalement, nous avons la transparence, qui, à notre sens, est la seule approche qui permet d'être vraiment sûr qu'on met dans nos bâtiments, que ce qu'on met dans nos bâtiments ça nous permet de savoir exactement ce qu'on met dans nos bâtiments. Et pour que ce soit une approche efficace, nous avons aussi besoin de prioriser les substances à éviter. Et pour ça, il existe deux listes. Donc, il existe la liste du Living Building Challenge, qui s'appelle la liste rouge ou la Red List, qui compte aujourd'hui 22 substances, enfin familles de substances. Et il y a aussi la liste du REACH de l'annexe 14 qui contient 59 substances. Vous pouvez demander par exemple un inventaire du fabricant à 0,1% ou 1000 ppm, c'est une approche qui est par exemple valorisée par la certification LEED. Vous pouvez aussi demander un Health Product Declaration, un programme d'origine anglo-saxonne qui est comme une FDES, mais qui demande pareil un inventaire jusqu'à 1000 ppm. Et finalement, vous avez aussi l'outil du label Declare, donc notre sujet du jour, qui pour nous est l'outil peut-être le plus efficace qui permet aux équipes projets d'identifier rapidement les matériaux conformes à leurs exigences.
Donc, avant de vous présenter le label Declare en détail, j'aimerais vous présenter le Living Future Institute et Living Future Europe. Donc, le International Living Future Institute a été fondé en 1992 à Seattle. Ils ont une mission de faire fonctionner le monde pour 100% de l'humanité dans les plus brefs délais par une coopération spontanée, sans offense écologique ni désavantage pour quiconque. Vous connaissez peut-être cette citation de Buckminster Fuller. Leur vision s'articule autour d'une recherche d'un immobilier régénératif. Donc, au-delà de répondre aux exigences réglementaires, de cocher les cases pour un label bâtiment durable, ils cherchent vraiment d'avoir des impacts positifs, sociaux, culturels et environnementaux à travers les projets immobiliers et au-delà aujourd'hui. Leur mission statement, c'est de catalyser la transformation vers des communautés socialement justes, culturellement riches et écologiquement réparatrices. Au lieu d'un monde qui est simplement une version moins mauvaise de celui que nous avons actuellement, il pose une question simple et profonde. What does God like? À quoi ressemble le bon? Le Living Building Challenge, donc, qui est le produit principal du Living Future Institute, qui est un référentiel pour le bâtiment durable. Ils disent que c'est d'abord une philosophie, c'est ensuite un outil de plaidoyer, parce qu'il est très ambitieux, et c'est finalement une certification. Donc, l'objectif du Living Future Institute n'est pas d'être un outil de démarcation d'un bâtiment à un autre, comme le sont la plupart des labels qui sont sur le marché aujourd'hui, mais plutôt d'être une feuille de route qui tire tout le monde vers les meilleures pratiques possibles pour nous mener vers un monde vraiment régénérateur. Il propose 9 programmes pour ce faire. Donc, les challenges, donc, ce sont ces feuilles de route, ces outils de plaidoyer et ces visions ambitieuses qui sont le Living Building Challenge pour les bâtiments, le Living Community Challenge pour les quartiers et le Living Product Challenge pour les produits. Petit à part, c'est que le Living Building Challenge s'applique aussi pour les projets d'aménagement intérieur. Il y a aussi des programmes de certification sur des scopes réduits. Donc, le Zero Energy, qui est en rapport évidemment avec la production et consommation de l'énergie sur site. Le Zero Carbon Certification et le Core Green Building Certification, qui est l'essentiel du bâtiment durable. Et ensuite, ils ont des labels. Donc, le label Declare pour les produits et les matériaux, le label Just pour les entreprises et le label Reveal pour la consommation énergétique. Un exemple de projet certifié partiellement du Living Building Challenge qui est PETAL Certified, notamment sur la pétale des matériaux. C'est le siège social de Delos à New York, qui est aussi à l'origine de la création du référentiel WELL. Donc, tous les programmes du Living Future Institute s'appuient sur ce que nous appelons le principe de précaution, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et Living Future Europe, donc, qui est basé à Bolzano, et nous avons aujourd'hui avec nous, comme disait Gwenaëlle tout à l'heure, Carlo Battisti, qui est le président de cette organisation. Ils sont partenaires du International Living Future Institute et ils ont pour mission d'agir en tant que groupe de réflexion, pôle et réseau pour promouvoir des solutions régénératrices qui soutiennent le vivant. Qu'est-ce que c'est que le label Declare dont nous parlons depuis un petit moment? En fait, le label Declare a été créé en 2006 pour aider les équipes projets qui poursuivaient le Living Building Challenge. Le programme donc, a été créé en 2012. Et il aide les équipes projets à répondre notamment à la pétale matériaux. Donc, le Living Building Challenge s'articule autour de 6 pétales.
donc métaphore de la fleur. Et dans la pétale matériaux, il y a 5 impératifs. Et donc, le label Declare permet aux équipes projets de répondre justement à ces exigences. Un des critères, donc une des impératives dans la pétale matériaux, c'est la red list, qui demande à ce que le bâtiment ou l'aménagement intérieur ou le quartier ne contiennent pas, ne soient pas construits avec des matériaux contenant des molécules qui figurent sur cette liste rouge. Donc aujourd'hui, il y a 22 familles chimiques, donc 22, on va dire, produits qui se traduisent par plus de 800 molécules individuelles qui figurent sur cette liste. Lorsque le Living Building Challenge a été lancé en 2006, peu d'équipes ont vraiment compris l'ampleur du défi qui les attendait. Et la liste rouge a été efficace pour aider à identifier les produits chimiques à éviter. Mais les architectes ne savaient même pas comment poser les bonnes questions aux fabricants et les fabricants étaient réticents, incertains et parfois simplement incapables de répondre. Et pour remédier à cette déconnexion, l'Institut a développé le programme Declare pour obliger les fabricants à être transparents sur leurs ingrédients. Et cela représentait un changement radical dans l'industrie. Knopf vous en parlera tout à l'heure. Et bien qu'au début, il y ait eu beaucoup de résistance, les fabricants leaders du marché ne se plaignent plus de ces nouveaux protocoles aujourd'hui. Et au lieu de cela, ils adoptent ces protocoles comme une méthode pour mieux atteindre et communiquer avec leurs parties prenantes. Et la transparence nous conduit tous sur la voie de la transformation de l'industrie des matériaux. Et désormais, grâce à la liste rouge, les architectes connaissent les bonnes questions à poser. Et grâce au programme Declare et à la normalisation de la transparence, de plus en plus, en tout cas, même si ça reste un défi, les industriels sont en mesure d'apporter les bonnes réponses. Donc, je reviens à nos 350 000 molécules. Le label Declare nous permet de choisir un produit sans doute sans temps passé supplémentaire. Mais qu'est-ce que c'est Declare? Declare, c'est une étiquette des ingrédients pour les produits de construction, seconde œuvre et mobilier. C'est un effort pour accroître la transparence sur le marché des matériaux et c'est une opportunité aussi pour les industriels de rejoindre le mouvement du bâtiment régénératif. Et c'est aussi évidemment un outil pour les équipes projets du Living Building Challenge, mais vraiment aussi pour toutes les équipes projets ou des maîtrises d'ouvrage qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de bâtiment durable. Donc, Declare permet aux fabricants de divulguer les ingrédients de leurs produits à toutes les équipes Living Building Challenge, à toutes les équipes projets. Et les ingrédients sont contrôlés et vérifiés par rapport à la red list du Living Building Challenge. Et les équipes de projet n'ont qu'à soumettre un numéro d'identification de déclaration dans leur soumission de certification. Donc, plus besoin non plus de collecter des fiches techniques. Et pour un approvisionnement approprié, l'étiquette Declare fournit aussi des données sur le lieu d'assemblage final et depuis aussi à peu près plus d'1 an sur l'empreinte carbone du produit. Donc, un label Declare a 3 parties distinctes. La première partie, donc la partie haute du label, contient des informations sur le produit et son fabricant. Donc là, vous avez par exemple les identifiants du produit, le lieu d'assemblage final, la durée de vie estimée, les options de fin de vie et l'empreinte carbone du produit. Dans la partie supérieure du label, cette partie-là aide les équipes projet à vérifier que le produit qu'ils sont en train de préconiser correspond que le produit qu'ils ont en main correspond à la description sur le label. Ensuite, la deuxième partie, c'est la déclaration des ingrédients. Donc, les ingrédients sont rapportés par composant ou par fonction.
Donc, les ingrédients sans restriction apparaissent en gris. Les produits chimiques de la liste rouge du Living Building Challenge apparaissent en orange foncé. Et les produits chimiques préoccupants de l'EPA, c'est un organisme américain, et aussi les SVHC dont on a parlé tout à l'heure de la réglementation REACH apparaissent en orange clair. Vous avez peut-être une question, pourquoi est-ce que quelque chose qui serait sur la liste des composants SVHC serait encore dans un produit en Europe? C'est parce que la REACH restreint certaines molécules, donc les 59 molécules, mais elles ne sont pas interdites. C'est-à-dire que si un industriel démontre qu'il n'y a pas de substitution adéquate aujourd'hui, il a la permission d'une exception pendant 5 ans, le temps d'innover et de substituer cette molécule. À savoir aussi que Declare demande une déclaration à 100 ppm et exige la déclaration d'au moins 99% de tous les ingrédients ajoutés intentionnellement. Donc, les analyses et les ingrédients exclusifs sont énumérés entre parenthèses, ce qui permet aux équipes de confirmer la conformité avec l'ID V4, donc exigence dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est limité à 1%. Donc, ça permet aussi à répondre aux besoins de protéger une propriété intellectuelle d'un fabricant. Et si une exemption temporaire aussi s'applique à un produit, c'est ici dans cette partie ici où ce sera indiqué. Et pourquoi divulguer de si petits ingrédients? Je pense que cette illustration nous dit peut-être tout ce qu'il y a à dire. Tout simplement, un parallèle aussi existe dans l'industrie alimentaire. Donc, vous le saviez peut-être, mais l'industrie alimentaire a résisté pendant très longtemps de divulguer de façon détaillée les ingrédients des alimentations notamment transformées. Mais aujourd'hui, en tant que consommateur, nous attendons ces informations. Et pourquoi nous ne devrions pas aussi exiger la même chose des matériaux que nous achetons et dont nous sommes en contact tous les jours. Finalement, la dernière partie d'un label Declare, c'est le sommaire des critères du Living Building Challenge. Donc, c'est là où on peut savoir est-ce que le label est est-ce que le produit est Red List Free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ingrédients figurant sur la Red List. Est-ce que c'est Red List Approved, c'est-à-dire qu'il y a des ingrédients figurant sur la Red List qui sont identifiés en rouge, et l'exception, elle est clairement affichée. Vous avez aussi donc, le troisième statut qui est declared, c'est-à-dire que vraiment 100% est déclaré. Vous avez aussi des informations sur l'émission de COV, donc un taux demandé qui est équivalent à ce qui est demandé aussi par d'autres référentiels. Donc, pour les équipes projets, s'il y en a qui sont connectés aujourd'hui, qui auraient vu travailler récemment sur, par exemple, des projets HQE ou BRIM, Leadwell, les labels Declare permettent aux répondre, ceux qui ont été testés pour les COV permettent de répondre aux exigences quant à l'émission des COV des produits. Donc, ces trois statuts de déclaration sont importants, notamment parce que le troisième niveau, le niveau Declare, le niveau Declared, ne demande pas d'optimisation. Ceci est très intéressant parce que cela permet, comme par exemple avec un aliment, on sait qu'il y a 50 grammes de sucre dans cet aliment que je vais manger ou pas manger, et c'est mon propre choix.
Et c'est pareil pour le label Declared, pour le niveau Declared, pour le statut Declared du label Declared. Ça laisse le consommateur décider, donc l'équipe projet décide si oui ou non cet ingrédient. Donc, on sait à 100% ce qu'il y a et on peut décider si oui ou non on veut mettre ça dans notre bâtiment. Donc, peut-être qu'il s'agit d'une moquette qui va être mise sur l'ensemble du projet. Peut-être qu'on va se dire non, on va en choisir une qui est Red List Free. Mais peut-être que pour un élément de quincaillerie, on peut se dire bah, c'est declared, il y a quelque chose qu'on souhaiterait éviter, mais on peut se permettre parce que c'est à une petite échelle. Donc, pour les fabricants, le Declare est un outil de transparence, de communication avec leur marché, avec les consommateurs. C'est un outil qui a beaucoup de valeur dans sa simplicité et pour les équipes projets et pour les fabricants qui souhaitent trouver un moyen de déclarer, de communiquer simplement avec leur marché. Et ça donne aussi de la visibilité pour les fabricants. Donc, il y a une base de données qui est gratuite, qui est disponible en ligne et dont déjà, il y a tous les projets du Living Building Challenge qui se servent de cette base de données, des architectes, maîtrises d'ouvrage d'exécution qui souhaitent faire des projets responsables, les grandes entreprises, aussi les établissements de santé et d'éducation et les municipalités aussi utilisent ces bases de données pour faire des préconisations responsables. Ceci, vous avez ici en haut l'adresse de la base de données, donc living-future.org/declare. Et vous pouvez aussi chercher par localisation, donc à savoir qu'il y a plus de 100 labels Declare pour des matériaux et équipements immobiliers fabriqués en Europe, couvrant plus de 30 familles de produits pour l'immobilier. Donc ici, vous avez quelques exemples. Vous avez par exemple des isolants, de la porcelaine, du mobilier, des cabines téléphoniques, des revêtements de sol souple, de la moquette. Vous avez de la porcelaine, vous avez du faux plafond acoustique suspendu, vous avez des postes de travail, faux planchers techniques, etc. Et à noter, c'est que ce marché est bien plus développé aux États-Unis, notamment là-bas, il y a plus de 800 labels dans le monde, donc dont la plus grande partie est aux États-Unis. Et sur ce marché, il y a plus de 43 familles. Mais ce que ça veut nous dire, quand je regarde ça, je me dis, bah, en tant que concepteur, je peux faire une grande partie de mon projet en fait avec des produits Declare. Et c'est maintenant avec plaisir que je passe la parole à Delphine Girard, qui va vous présenter la démarche de Knauf Insulation et leur engagement dans le programme Declare. Merci Léna. Donc, je vais vous parler de l'expérience de Knauf Insulation dans l'obtention du label Declare pour les produits que nous fabriquons. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter rapidement Knauf Insulation, qui est en fait un fabricant d'isolants à base de laine minérale de verre ou de roche et qui est reconnu mondialement. Knauf Insulation, c'est plus de 40 années d'expérience et 6000 salariés à travers le monde. Nous avons 30 usines réparties dans 16 pays. Et concernant la France, nous avons 2 usines de fabrication, une dans le sud-ouest à Lannemezan pour la laine de verre et une dans le nord-est à Illange pour la laine de roche. Knauf Insulation est un groupe qui accorde vraiment de l'importance à l'environnement, au développement durable. Et c'est en 2020 que nous avons lancé notre stratégie que l'on appelle For a Better World et qui fixe des objectifs vraiment ambitieux à l'horizon 2025. Cette stratégie, elle s'articule autour de 4 piliers qui sont l'humain avant tout, soutenir une économie circulaire, notre destination zéro carbone et favoriser une construction durable. C'est tout naturellement que le label Declare s'intègre dans nos objectifs de construire durable. Avant d'aller plus en détail dans la démarche Declare, nous allons vous présenter une vidéo
que nous avons diffusé pour mettre en valeur nos produits qui sont donc labellisés et aussi faire connaître le label Declare. Voilà, alors pourquoi avoir choisi donc, ce label Declare? En fait, on part du constat qu'actuellement, comme l'a dit Léna, des matériaux sont mis sur le marché, on ne connaît pas forcément leur composition, alors qu'ils peuvent contenir des retardateurs de flamme, des formaldéhydes ou des COV, qui peuvent être dangereux pour l'environnement, mais aussi la santé des personnes. Et ces composés vont se retrouver dans un bâtiment et les occupants vont pouvoir y être exposés. C'est là où Declare permet de déclarer vraiment les composés qui sont contenus dans les différents produits avec transparence et vraiment avec beaucoup de clarté. Grâce à Declare, on peut aussi favoriser les systèmes de certification de bâtiments durables comme WELL, Living Building Challenge ou LEED. Et en fait, le label Declare est vraiment reconnu et permet vraiment de gagner des points dans ces différents programmes de certification. Nos produits ne contiennent pas de produits nocifs, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement. Donc, nos produits sont vraiment vertueux. Et de ce constat-là, en fait, Knauf Insulation a vraiment la volonté d'aller plus loin que la réglementation. Et pour mettre en valeur ce côté vertueux de nos produits, nous avions donc besoin d'un label qui soit différent et exemplaire. Et c'est pourquoi nous avons choisi Declare, qui correspond clairement à nos ambitions d'aller plus loin et de le mettre en avant. Alors, nous avons un contexte réglementaire que Léna a déjà expliqué, qui est peut-être européen, français, qui évolue constamment et qui avance. Mais Declare permet d'aller vraiment plus loin et permet de favoriser vraiment la construction de bâtiments plus sains, d'un côté, et d'un autre côté, permet de favoriser l'économie circulaire. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on connaît la composition exacte d'un matériau, il sera plus facile de le recycler à la fin de sa vie et de savoir vraiment quoi en faire. Donc, on peut retrouver les fiches de données de sécurité qui donnent des informations globales sur la sécurité, mais il n'y a pas la déclaration des ingrédients dedans. C'est là où Declare va plus loin, puisqu'il permet de lister en toute transparence l'ensemble des produits qui sont dans ce matériau. Tout comme RoHS ou la directive qui, du coup, définit les différents composés dangereux. Donc, Declare les intègre dans sa red list, mais va encore plus loin, puisqu'il ajoute des composés qui seront dangereux pour le futur. Donc, c'est vraiment là où Declare est en parfait accord avec les ambitions de Knauf Insulation d'aller plus loin que la réglementation en vigueur. Et il faut aussi savoir que le label Declare, on doit le renouveler tous les ans, ce qui est vraiment un gage de qualité pour l'utilisateur final, puisque le fabricant s'engage et confirme tous les ans que sa recette n'a pas changé et du coup qu'elle ne contient aucun composé chimique dangereux. On peut citer d'autres avantages du label, comme le fait que ce soit une tierce partie qui vient valider que nos produits ne contiennent pas de composés dangereux. Les informations qui sont communiquées sont vraiment claires et transparentes et elles permettent à nos clients une approche vraiment responsable dans leurs achats et on peut également répondre au programme de construction durable.
Alors, l'obtention du label d'Éclair pour nous était vraiment un réel voyage. Ça ne s'est pas fait en un jour. Il s'agit d'une réelle démarche volontaire et audacieuse qui a été mûrement réfléchie. On est parti du constat que les clients exigent de plus en plus d'informations sur la durabilité, la transparence des produits. Et c'est alors que tout a commencé aux États-Unis en 2013, où Knauf Insulation a été le premier fabricant de laine de verre à être placé sur la liste d'Iclair de l'ILFI. Et ensuite, le groupe Knauf Insulation a donc voulu généraliser cette démarche aux différents pays européens. Alors en 2019, Knauf Insulation obtient sa première étiquette d'Iclair en Europe pour son produit Urbanscape, qui est un produit de support pour toiture végétalisée. Ensuite, c'est en 2020 que Knauf Insulation est le premier fabricant européen de laine à souffler qui obtient le label d'Iclair. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On est les seuls à pouvoir proposer de la laine à souffler labellisée d'Iclair. Et dernièrement, en 2021, la labellisation s'est étendue à toute notre gamme de laine de verre à base de liant Ecos Technologies. Donc, ce label s'applique vraiment à tous nos produits, qu'ils soient rouleaux au panneau, qu'ils soient revêtus de craft, alu ou d'une membrane que l'on appelle RT+. Et nous sommes donc à ce jour le seul fabricant européen à pouvoir proposer de la laine de verre qui soit labellisée d'Iclair et donc exempte de toute matière nocive. Donc, étant labellisé, nous avons donc une étiquette pour chaque gamme de produits. Et vous voyez que cette étiquette est vraiment simple et claire et elle permet de répondre à 3 questions. D'où vient le produit? De quoi est-il constitué? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire à la fin de sa vie? Alors, la partie supérieure présente donc d'où vient le produit. Donc ici, il s'agit de plusieurs usines de fabrication. Dans notre cas, le produit est fabriqué à Visé en Belgique et à Lannemezan en France. Dans la partie inférieure, on retrouve la liste des ingrédients qui sont vraiment donnés en toute transparence et qui sont vraiment clairs. Et là, tout l'intérêt en fait de d'Iclair, c'est de pouvoir communiquer avec transparence les ingrédients de nos produits, mais sans pour autant dévoiler notre recette, parce que la recette de notre client est un secret industriel breveté. Donc la confidentialité est vraiment respectée et c'est un point important qui est à mentionner ici. Et ensuite, on retrouve les différentes options de fin de vie du produit, de nouveau dans la partie supérieure de l'étiquette, qui mentionne que le produit est récupérable, recyclable, et qui peut aussi être mis en décharge. Et pour finir, donc, la dernière partie donne la classification du label d'Iclair, où ici on voit que notre produit est Red List Free, c'est-à-dire qu'il est vraiment dépourvu de toute matière nocive de la liste rouge mentionnée par d'Iclair. Et nous sommes vraiment le seul fabricant à avoir obtenu ce niveau-là de labellisation, qui est le plus haut. Alors, comment on communique sur nos produits? Nous avons décidé en fait d'imposer le logo d'Iclair sur le packaging de nos produits. Ici, je vous montre l'exemple de nos sacs de laine à souffler Supafil. Ensuite, donc, le client, il sait qu'il achète un produit, qu'il est labellisé d'Iclair, et il pourra se rendre sur notre site internet pour télécharger l'étiquette et voir vraiment ce qu'il contient. Il peut aussi se rendre, comme le disait Léna, sur le site d'Iclair, où tous les matériaux labellisés sont référencés. Donc, pour conclure, pour nous, les avantages d'Iclair sont vraiment multiples, puisque pour le fabricant, il va pouvoir mettre sur le marché des produits en communiquant avec transparence sur leur contenu et ainsi certifier qu'ils sont exempts de toute matière nocive. Et il permet aussi d'aller plus loin que la réglementation et ainsi se démarquer sur le marché. Pour l'entrepreneur, il pourra identifier des matériaux à faible impact sur l'environnement et la santé. Pour le prescripteur, il pourra trouver facilement des matériaux pour répondre au programme de certification durable comme Well Living Vegan Challenge et LEED. Et le consommateur pourra également trouver facilement des matériaux de construction qui sont plus sains pour la santé et le bien-être de son habitat. Voilà, donc j'en ai terminé. Je repasse la parole à Léna. Merci beaucoup, Delphine, pour cette présentation très intéressante.
Et donc, pour Arpastrans, en tant que prescripteur, en tant qu'AMO, pourquoi nous soutenons cette démarche d'ICLAIR? Donc, effectivement, c'est un outil très communicant pour les équipes projets et sur les produits. Elle permet de valider les crédits dans les référentiels. Elle valorise aussi les démarches responsables des fabricants, donc qu'on vise un référentiel, un label ou pas. Ça nous permet aussi d'identifier et de récompenser les fabricants, les industriels qui entreprennent des démarches responsables. Et cela nous permet d'agir pour la transformation du marché, pour éliminer des molécules nocives pour la santé et pour l'environnement, qui est notre objectif global. Un exemple de projet qui intègre les matériaux sains. Donc, nous avons récemment refait nos locaux chez Arpastrans. Vous avez ici à gauche, en haut, un exemple de moquette labellisée d'ICLAIR de Milliken. Vous trouverez aussi donc, dans une démarche matériaux sains, il n'y a pas que le label d'ICLAIR. Donc, par exemple, en haut à droite, vous avez notre matériothèque qui a été faite à partir du parquet récupéré du Grand Palais, qui est en rénovation. Donc, c'est du bois massif. C'est du réemploi. Ensuite, en bas à gauche, pareil, une table bar faite à partir aussi des matériaux de réemploi. Il faut faire attention avec le réemploi parfois à ne pas réintroduire des molécules qui sont aujourd'hui interdites, qui étaient permises avant. C'est pour ça aussi dans le réemploi, c'est important d'être bien accompagné et aussi de préférer en tout cas le bois massif ou les choses où on peut savoir ce qu'il y a dedans. Et finalement, en bas à droite, vous avez un exemple de peinture biosourcée fabriquée à partir d'algues en Bretagne. Et finalement, pour en finir, donc Arpastrans, nous pouvons donc vous accompagner pour vous conseiller sur vos projets immobiliers, pour concevoir avec vous un aménagement intérieur de quartier pour un immobilier à impact positif. Nous pouvons vous conseiller spécifiquement sur le volet sur une démarche matériaux. On peut travailler sur le développement de chartes, de préconisations de matériaux à intégrer dans une stratégie globale et évidemment aussi sur les certifications. Et ceci conclut le webinaire de notre jour. Pour la part de Living Future Europe ainsi que Knauf Insulation et Arpastrans, je vous remercie pour votre présence ce matin. J'aimerais bien reciter aussi les partenaires du Living Future Europe, donc Mani Group, Knauf Insulation, My Green Lab, Habitech et HMTX Industrie. Et merci à toutes et à tous. La parole est à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc soit dans la discussion, soit dans le Q&R. Merci Léna, merci Delphine. On a quelques questions qui ont été posées, donc certaines déjà répondues dans le chat. On a eu une question qui était relative à la différence entre d'ICLAIR et certains autres labels, en particulier le label Cradle to Cradle. Donc peut-être que l'une ou l'autre, vous auriez des éléments sans forcément pouvoir être exhaustive, mais de choses qui sont différentes entre ces deux labels. Peut-être perspective prescripteur et perspective fabricant. Donc, perspective prescripteur, le label Cradle to Cradle repose sur 5 ou 6 catégories. Donc, il y a effectivement une partie sur le Material Health qui est très alignée avec la démarche d'ICLAIR. Il y a aussi, et dans ce volet Material Health, il faut atteindre une optimisation. Donc, il y a une liste comme assez similaire à la Red List, qui sont des produits qui sont interdits et il n'y a pas d'exception possible. L'avantage du DICLAIR, c'est que DICLAIR n'exclut pas
les matériaux qui ne sont pas encore optimisés. C'est plutôt une première étape qui est celle de déclaration. Et après, évidemment, la transparence, la déclaration, elle permet de réfléchir à une optimisation. Une autre différence aussi, c'est qu'avec le label Cradle to Cradle, on n'a pas l'information, on n'a pas de transparence, donc on ne connaît pas les ingrédients. Il y a juste le label qui, à partir d'un certain niveau, par exemple à partir d'un niveau silver, on peut savoir qu'il y a certains seuils. À partir d'un niveau gold, on sait qu'il y a un seuil un peu plus élevé par rapport aux restrictions. Donc, c'est la différence entre un label qui repose sur la transparence et donner le choix aux consommateurs et un label qui repose plutôt sur une labellisation, mais pas sans cette transparence. Donc, en tant que prescripteur, les deux outils sont intéressants. Merci, Léna. On a eu plusieurs questions aussi relatives à la Red List et où on peut trouver cette Red List. Donc, on a là, mais je vais peut-être la remettre directement aussi dans le module discuter. Donc, là, vous pouvez aller sur le site de livingfuture.org où vous trouverez la liste Red List pour les produits. Je pense que nous allons arriver à la fin de ce webinaire. Donc, je remercie tout le monde de votre présence pour ceux qui étaient derrière leur écran. Léna et Delphine pour leur intervention. Carlo Battisti donc du Living Future Europe. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous.